Je pensais pas faire ça quand j'ai fait ma dernière vidéo, mais je viens de décider de faire une partie numéro 2 à ma vidéo « Les 4 façons de faire de l'argent en immobilier ». Donc j'expliquais c'est quoi les 4 façons. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire du pouce sur ça et je vais vous montrer réellement de mes immeubles c'est quoi le trajet de l'argent et comment j'exploite ces 4 façons-là avec les chiffres de mes immeubles. Je vous amène donc à l'ordinateur aujourd'hui pour vous montrer combien il y a d'argent qui rentre de mes immeubles, mais aussi combien il y en a qui sort et le plus important, combien il m'en reste entre les deux dans mes poches. Salut tout le monde, ici Rémi. Comme toujours, si vous appréciez ce genre de vidéo-là, évidemment, aimez et vous pouvez vous abonner aussi, ça m'aide grandement. Et aussi, sachez que je prends le temps de répondre à 100% des commentaires, donc n'hésitez pas à écrire que ce soit pour un commentaire ou pour une question, ça va me faire plaisir de vous répondre. D'ailleurs, si vous voulez des réponses concrètes et directes à vos questions, eh bien sachez qu'au moment de filmer cette capsule-là, il me reste encore quelques places de disponibles pour le 7 juin prochain pour ma journée de rencontre en vrai directement ici à Victoriaville avec moi. On va avoir l'occasion de passer toute la journée ensemble dès 9 h le matin. On va répondre aux questions, j'ai des présentations sur plusieurs sujets et même une tournée de mes immeubles et de mon studio. En tout cas, j'ai bien hâte de vous voir là. Bon, donc aujourd'hui, je vais vous transférer à l'ordinateur pour vous montrer avec mon fichier c'est quoi le trajet de l'argent quand on a des immeubles. Je vais vous montrer ma réalité avec mes immeubles et mes chiffres, mais évidemment, sachez que ça change pour tout le monde, que ce soit dans les chiffres, dans les dépenses, dans la gestion. Donc tout le monde est unique, mais au final, les grands principes restent les mêmes. Il y a deux buts principaux ici, c'est que ceux qui n'ont pas encore d'immeuble, eh bien, vous allez pouvoir voir des chiffres réels pour vous montrer qu'au final, tout ça, c'est pas sorcier et que c'est possible de maîtriser ces chiffres-là. Mais ça va servir aussi pour inspirer ou pour mieux aider les gens qui ont déjà des immeubles pour pouvoir optimiser et s'assurer que les chiffres pour eux font du sens. Donc, nous voici à l'ordinateur. Ça, c'est le fichier que j'utilise depuis octobre 2019 pour noter à toutes les 15 du mois un aperçu sommaire de mes immeubles. C'est pas précis. Il y a des calculs qui sont un peu arrondis, mais ça me permet d'avoir une idée globale sur l'ensemble de mes immeubles. Et comme je le remplis depuis 2019, bien, ça me permet d'avoir vraiment une évolution dans le temps et de voir tous les changements. Donc, c'est évidemment, en 2019, je gagnais moins d'argent qu'aujourd'hui. J'ai racheté plusieurs immeubles depuis ce temps-là. J'ai optimisé, j'ai diminué mes prêts. Donc, au final, on voit vraiment l'évolution. Et c'est le fun d'avoir des statistiques dans le temps quand on a des immeubles pour vraiment pouvoir voir l'évolution qu'on a. Et là, vous voyez ici, il y a plusieurs carrés bleus. Donc, en fait, c'est pas parce que je veux vous cacher les informations. C'est tout simplement parce que je vais les dévoiler en expliquant au fur et à mesure. Fait que comme ça, je vais juste être sûr que vous puissiez vous concentrer au fur et à mesure sur les bonnes informations. Mais à la fin, tout ça va être disparu. Tous les carrés bleus vont être partis et vous allez pouvoir voir l'entièreté de mes vrais chiffres sur les immeubles qui sont affichés. Et là, la première des choses, on va commencer, c'est bien le fun, avec les revenus, évidemment. Donc, les revenus, on est dans la section ici. Et là, je tiens à dire une chose, c'est important d'avoir un bon système de suivi pour ces revenus. Parce que oui, il y a des gens qui vont payer quelques jours en retard. Il faut être capable de les noter, il faut être capable d'avoir un suivi. Mais évidemment aussi, il y a plusieurs personnes qui vont payer en avance. Comme au moment de filmer cette capsule-là, on est le 29 du mois et il y a déjà à peu près un tiers de mes revenus qui sont rentrés, donc un tiers de mes loyers, et ça depuis quelques jours déjà. Donc, il faut être capable de non seulement les noter pour ceux qui sont en retard, mais aussi ceux qui sont en avance. Bref, c'est juste pour vous dire que les gens qui pensent que c'est toujours en retard un locataire et qu'on va se faire payer et ça va être compliqué, c'est beaucoup moins fréquent qu'on pense que la majorité des gens vont s'imaginer. Et à l'inverse, les gens pensent qu'on va payer le premier du mois, mais c'est beaucoup plus fréquent que des gens vont payer les loyers avant. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va regarder directement dans mon fichier c'est quoi, moi, mes revenus. Et je vous ai mis 7 immeubles ici que j'ai. J'en ai d'autres, mais je n'ai pas tout mis là pour des questions de, bon, un peu confidentialité, mais aussi parce que ça devenait compliqué de vous expliquer. Donc, j'ai mis 7 immeubles que j'ai. Et on voit les revenus ici. J'ai entre autres des maisons de chambre. Donc, on voit que les revenus, les moyennes par unité ne sont pas toutes nécessairement très élevées. Ici, c'est une maison de chambre et il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Donc, les nouvelles chambres, je les fais à un coût de 560, mais il y en a encore qui sont comme à 400 quelques par année, là, par mois, parce que je les fais payer depuis plusieurs années avec pas des augmentations ultra conséquentes à chaque année. Donc, la moyenne est de 480, c'est quand même assez bas. Ici, 475, mais pour 6 chambres. Et ensuite, ici, j'ai un commercial là-dedans, j'ai un immeuble résidentiel standard, j'ai d'autres chambres et tout. Donc, oui, mes moyennes par unité, c'est pas nécessairement très élevé. Je viens de parler avec quelqu'un ce matin qui loue un logement à 2800 $ en plein cœur de Montréal. C'est quand même extrêmement élevé par rapport à ce que moi j'ai. Par contre, on voit que moi, j'ai la force du nombre. Donc, en tout, j'ai dans ce modèle-ci 81 locataires. J'en ai 73 actuellement de loués, j'en ai 8 de vacants.
Et en fait, même si j'en ai 73 de loués, on voit que tout est dans le vert. Donc oui, j'ai de la vacance, mais tout est dans le vert. Ça veut dire que c'est positif. Après les revenus et tout ça, on va voir, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Et l'idée ici, c'est que lui est en jaune parce que lui, ça veut dire que si j'ai des imprévus qui arrivent, je vais probablement tomber dans le rouge. Donc j'ai du vert qui est bien positionné, du jaune qu'il faut que je fasse attention. Puis là, j'en ai pas en ce moment, mais des fois, j'ai du rouge qui fait que mon immeuble n'est pas rentable. Donc on va regarder mes revenus en termes de revenus. J'en ai 5 000 sur cet immeuble-là, 16 000 ici, presque 17 000 sur cet immeuble-là. Donc, évidemment, c'est un gros immeuble. Il y a 32, 33 chambres à l'intérieur. 6 600 ici, 7 700, 3 000, 5 000, ça fait 6 000 en fait. 3 000, ici, presque 3 000. Donc, en tout, dans un mois, j'ai pour des revenus bruts de 43 935 $. Donc, ça, c'est quand même correspondant à 1 464,50 $ par jour. J'aime toujours ça, réduire mes revenus, mes dépenses et tout ça à la plus petite unité possible. Dans ce cas-ci, bon, il ne faut pas exagérer. J'ai déjà ramené ça à l'heure puis à la seconde pour voir à combien je gagnais la seconde. Mais là, dans un but comme ça, c'est quand même plus simple de ramener ça par jour. Donc, 1 464 $ par jour de revenus bruts immobiliers, c'est quand même pas rien. Évidemment, pour les gens qui auraient 81 locataires en plein cœur de Montréal avec des loyers à 2800, ça serait énormément plus élevé que ça en termes de revenus bruts. Par contre, il y aurait aussi beaucoup plus de dépenses et les hypothèques seraient beaucoup plus hautes. On va avancer au fur et à mesure. Vous allez voir que même si mes loyers ne sont pas nécessairement ultra élevés, ça fait que j'ai des très bons chiffres. Et là, ce qu'on peut voir aussi, ben, c'est que ces chiffres-là ne sont pas maximisés. J'ai encore de la vacance sur mes immeubles. Donc, rajouter des chambres, là, dans certains immeubles, je suis rendu à 600 $ par chambre. Donc, rajouter 600 $ x 8, ça fait quand même aussi venir améliorer les chiffres. Mais par contre, aussi, il y a des mois où je suis beaucoup moins que ça. Dernièrement, là, j'étais sur une pente descendante. Là, ça vient de remonter un peu. Mais j'ai eu jusqu'à 22 chambres de libre. Donc, 22 chambres de libre, enlevez-en, ça veut dire 14 ici. Ça fait énormément mal. 14 chambres à 500 quelques, ça fait beaucoup d'argent à tous les mois qui ne rentrent pas. Par contre, on va voir que souvent, je tombais dans un manque à gagner, mais pas nécessairement dans une perte. Et c'est là que ça devient très intéressant. Et c'est mes types d'immeubles, c'est ma situation. Évidemment, chaque personne est particulier. Et moi, je pense que je suis dans une belle situation. Par contre, pour d'autres, ben, je suis tout petit quand même. Et pour d'autres, évidemment, je suis gros. Mais c'est ça, je pense qu'il faut avancer à sa vitesse, à sa manière, avec sa façon. Puis je vous montre aujourd'hui comment moi je fonctionne. Donc ici, on a les revenus bruts, mais évidemment, si on veut savoir comment l'argent fonctionne dans un immeuble, il faut aussi comprendre les dépenses. Donc, on va venir ici et on va prendre ce tableau-là et je vais vous le descendre comme ça pour vous montrer qu'il y a beaucoup de dépenses, évidemment, mensuelles. Donc, on va prendre, mettons, un premier immeuble. On a évidemment les taxes municipales ici. Donc, il y en a qui vont presque jusqu'à 1 000 $ par mois en taxes municipales. C'est très cher. Taxes scolaires. L'électricité, parce qu'entre autres, je vous le dis, j'ai des chambres à louer, donc quand il y a des chambres à louer, tout est inclus. Puis ensuite, ben, j'ai des immeubles où l'électricité n'est pas nécessairement inclus, mais il y a les aires communes ou du chauffage, des choses comme ça. Donc, j'ai un peu d'électricité pour les immeubles. Il y en a un qui c'est quand même 1 500 $. Là, ça a même augmenté dernièrement, je ne l'ai pas changé, mais c'est 1 500 $ par mois en électricité. Ça va quand même très vite là, dans les dépenses. Fait que oui, ici, j'avais 16 700 $ par mois en revenus, mais on voit que sur le même immeuble, j'ai déjà 1 500 $ qui part en électricité. Donc, ça va vite contrebalancer les revenus, là. Ensuite, on a l'Internet. Donc, dans tous mes immeubles, j'ai l'Internet, que ce soit pour, évidemment, les locataires ou aussi pour gérer tous mes appareils intelligents, donc connectés à Internet. Ensuite, on a les assurances. Donc, les assurances, ça coûte très cher. Hein? On en a jusqu'à 800 quelques dollars par mois. La conciergerie, donc ça, c'est toute ma concierge qui passe, faire le ménage des aires communes, des choses comme ça. Déneigement, j'ai pas besoin d'explication. La pelouse, l'entretien, autres imprévus, le prêt. Donc, en fait, je vais vous diminuer ça, puis je vais vous expliquer un petit peu plus au fur et à mesure. Je vais l'enlever directement. Donc, on a ici là, toutes mes dépenses et on le voit ici pour l'entièreté de mes immeubles. Donc, ça me coûte quand même 3 348 $ par mois en taxes municipales pour un total de 40 178 $ de taxes municipales par année. Ça, c'est quand même extrêmement beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent parce que j'ai beaucoup d'immeubles, j'en conviens, puis je ne me plains pas en soi, mais c'est beaucoup d'argent. Puis, il faut toujours le prévoir, là, évidemment, sur les revenus. On a des taxes scolaires. Heureusement, les taxes scolaires ont diminué dans les dernières années. C'est un taux égal partout au Québec maintenant. Ça a fait beaucoup diminuer mes taxes scolaires de mon côté. On était à seulement 2 260 par année. C'est vraiment peu par rapport à ce que je payais avant. L'électricité, un très gros morceau. Donc, on est à 47 000 $ d'électricité par année. Hydro-Québec doit quand même aimer. Comme je dis, je suis toujours minuscule dans une goutte d'eau par rapport à une entreprise, par rapport à d'autres immeubles, mais 47 000 $.
les gens voient, tu sais, ce qui frappe, c'est surtout les revenus et tout ça, puis on dit, mon Dieu, 44 000 par mois qui rentrent, c'est beaucoup d'argent. Oui, il y en a aussi l'équivalent d'un mois et plus qui part directement juste en électricité. Ça, c'est 1/12 de mes revenus qui part en électricité ici. Donc, il faut comprendre que il y a des dépenses aussi qui partent à tous les mois, comme l'électricité, c'est vraiment un paiement mensuel à tous les mois, tandis que les taxes municipales, les taxes scolaires, ben, les taxes scolaires, c'est 2 fois divisé en 2 par année. Les taxes municipales, c'est, dans mon cas, 4 versements. Donc, quelque part en mars, en mai. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment de filmer cette capsule-là, je viens de payer le quart de mes taxes municipales. Donc, il y a 10 000 qui viennent de partir aujourd'hui. Donc, il y en a en mai, il y en a en juillet et il y en a en début septembre. Donc, tu sais, il faut être capable de maîtriser ses liquidités tout au long de l'année. Fait que oui, les revenus vont toujours rentrer le premier du mois, normalement. Mais on a des dépenses qui vont arriver n'importe quand dans le mois et on a des dépenses des fois que ça s'accumule pendant tout l'hiver. Ben, il n'y a pas de taxe municipale dans mon cas, mais rendu au 1er mars à peu près, ben, il y a un gros paiement de taxe municipale, 10 000 qui part. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir les liquidités dans notre compte. Et d'ailleurs, ici, je vais vous le montrer tout de suite, dans mes liquidités, en ce moment, au jour de filmer ça, j'ai quand même presque 38 000 de liquidités dans mes comptes. Ça, c'est un genre de minimum que je garde tout le temps pour m'assurer de pouvoir payer des imprévus. Donc, que ce soit des choses comme ça que je ne me rappelais pas qui passaient, genre aujourd'hui, puis que là, j'ai 10 000 à payer pour les taxes municipales, ou que ce soit pour un électricien, un plombier, des réparations, bien, il faut toujours garder un peu de liquidité quand même. Donc, dans mon cas, vu la grosseur de mes immeubles, vu le nombre de mes immeubles et tout ça, bien, garder un 40 000 de côté qui n'est pas investi, qui n'est pas rien, qui est seulement dans le compte prêt à être dépensé, prêt à subvenir à des imprévus, c'est quand même important. Donc, tu sais, il faut être capable de jongler avec notre argent. On a, après ça, on revient aux dépenses, les assurances. Donc, il y a des assurances, là, tu vois, jusqu'à 884 il y a des assurances que, à ce niveau-là, ça coûte tellement cher que je les prends payés par mois. En les payant par mois, on a aussi un financement, donc comme de l'assurance, et ça va coûter 3-4 donc elle coûte encore plus cher parce que je paye par mois. Donc, la plupart de mes assurances, moi, je les paye en 5 versements sans intérêt. Donc, quand j'ai, par exemple, prenons, non, c'est pas vrai, tu vois, cet immeuble-là, je le paye en 5 versements. C'est cet immeuble-là que je paye ici en 12 versements, mais celui-là, je le paye en 5 versements. Donc, si on prend 884 fois 12 pour mon montant annuel, qui est à peu près 11 000 et qu'on leur divise par 5 versements, donc c'est quand même 2 200 5 fois, 5 mois de suite qui va s'en aller pour les assurances. Ensuite, je n'ai pas à les payer pendant 7 mois, mais il faut que je m'assure de les avoir disponibles là, quand que je vais les payer. Donc, tu sais, 35 000 d'assurance par année, c'est beaucoup d'argent aussi. Si je n'ai pas de réclamation pendant 10 ans, c'est quand même 350 000 que j'ai payé en assurance pour éventuellement avoir un recours pour l'assurance, pour peut-être un dégât d'eau qui va me coûter 50 000. Fait que, il faut toujours se demander, les assurances, c'est un mal pour un bien. Évidemment, si tu as des dégâts d'eau et ça coûte 50 000 puis tu as payé 350 000 sur 10 ans, ça te coûte très cher d'assurance. Par contre, si j'ai des immeubles qui passent au feu, ben, j'en ai un qui est évalué pour presque 4 millions. Ben, s'il passe au feu puis je reçois 4 millions d'assurance, là, je vais être grandement gagnant. Donc, c'est un mal pour un bien, mais il faut savoir que les assurances, c'est ça. Il faut quand même bien les payer. Ici, on a la conciergerie. Donc, ça, c'est pas grand-chose à expliquer là-dessus, mais tu sais, mine de rien, quasiment 12 000 par année en conciergerie. Ça va vite. Puis là, je me rends compte que mes chiffres sont peut-être pas tout à fait à jour. C'est quand même plus élevé que ça. J'ai eu quelques augmentations, je pense, depuis ce temps-là, puis elle a fait un peu plus de temps maintenant. Donc, je pourrais peut-être mettre quasiment un 15 000 par année. Là, ça va vite quand même. Ensuite, on a du déneigement, donc ça n'a pas besoin d'explication. 4 000 3 000 en pelouse. Et là, on arrive ici dans des choses que moi, je me suis faites. Donc, ma façon de faire, c'est comme ça que je l'ai faite. C'est qu'en fait, j'ai plusieurs unités dans mes immeubles. Et entretien et réparation, c'est pas compliqué. J'y vais avec le nombre d'unités fois seulement 20 Donc, tu sais, on peut voir ici que 21 000 en réparation, on se dit, voyons, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est juste l'équivalent de 20 par porte que j'ai par mois. Donc, c'est quand même pas énorme, là, dans le sens que 20 par mois, je veux dire, c'est rien, 20 là. Si j'ai une réparation à faire, c'est sûr et certain que ça va coûter beaucoup plus cher que ça. Par contre, je n'ai pas des réparations à faire tous les mois dans tous les immeubles, dans toutes les chambres, dans tous les logements. Donc, au final, ça vient s'accumuler et ça me fait une réserve de 1 700 par mois ou 21 000 par année. Donc, on voit ici que j'accumule quand même pour faire des réparations. Et je peux vous le dire, l'année passée, j'en ai eu pour à peu près 80-90 000 de réparations à
affaires dans mes immeubles. Je me suis lancé là, dans plusieurs affaires, dans refaire des salles de bain et tout. Donc, ce 21 000 là par année, il est insuffisant, mais je le savais, je l'ai pris en considération. Et d'ailleurs, ici, on a une dépense grosse colonne ici que je peux rajouter là, des choses si je sais que ça s'en vient. On a autre, donc ça, c'est plein de choses, là, donc pas nécessairement des réparations, mais des choses que je dois acheter ou des. En tout cas, tout ce qui est autre, là, puis tu vois, dans ce montant-ci, j'ai mis 15 par unité. Quoi qu'il y en a que j'ai mis plus, là, si je me souviens bien. Ici, j'ai mis, ici, on voit que c'est plus parce que c'est un commercial, mais en tout cas, bref, c'est 15 par unité. Donc, encore là, c'est pas énorme, mais c'est quand même 13 000 par année. Et mon imprévu, comment je fonctionne, en fait, ça change à tous les mois un petit peu parce que lui, il vient calculer un pourcentage. Donc, c'est 3 de mes revenus que j'ai ce mois-là qui vient se calculer en imprévu. Donc, plein de choses qui pourraient arriver encore là. Donc, presque 16 000 par année que je viens me mettre en réserve en capital pour des imprévus. Donc, c'est important de le calculer parce que je vous le dis, ça va arriver un jour, mais ça, c'est pas nécessairement tout de suite. Donc, cet argent-là, je veux pas nécessairement dire que je le garde en liquidité ici. C'est juste qu'il faut voir que mes liquidités ils soient capables de couvrir ces dépenses-là potentielles, là, autres entretiens imprévus pour que si jamais il arrive quelque chose. Évidemment, ici, on a notre prêt. Puis le prêt, je vous reviens, là, on a plus les détails ici. Mais tout ça ici maintenant, donc c'est nos dépenses. Mais on ne peut pas juste prendre nos dépenses puis les diminuer de nos revenus. Il va nous manquer un gros bout. Et justement, c'est les prêts. Donc les prêts, ici, on a des montants globaux là, qui font qu'au final, ça, c'est l'argent qui sort à tous les mois pour chaque immeuble. Donc, mine de rien, quand on regarde tout ça, c'est sûr qu'on en a 126 000 sur les prêts qu'on va voir juste à l'instant, mais on en a quand même 322 000 total. Donc, si on fait 322, là, grosso modo, moins 126, on a 196 000 de dépenses réelles qui vont arriver, l'équivalent par année, 196 000, puis on vient rajouter le 126 000 ici par année supplémentaire pour les prêts. Donc, il y a énormément beaucoup d'argent qui sort. Oui, il y en a beaucoup qui rentrent, mais il y en a beaucoup qui sortent. Donc là, on va venir voir ici mes prêts, parce que c'est quand même un bout important. Donc, je vous amène ici, voici mes prêts, la façon que moi je fonctionne. Donc, on voit que j'ai très peu de prêts sur mes immeubles. Si on prend les immeubles que je vous ai mis ici, j'ai même pas 1 million de prêts. Et on voit la valeur de mes immeubles, je suis à plus de 4 350 000. Donc, c'est vraiment là, un tout petit ratio. Là, je ne suis même pas à 25 d'endettement sur mes immeubles qui sont ici. Donc, l'immeuble 1, c'est un immeuble qui est entièrement payé. Donc, j'ai plus de prêts dessus. Il vaut 450 000. Je n'ai pas de prêts dessus. Donc, évidemment, ça fait du bien. Ça amène beaucoup de liquidité. Et on va voir là, juste ici mon récapitulatif de cash flow. Il est quand même intéressant parce que lui, je n'ai pas de dépenses en hypothèque dessus. Donc, évidemment, un immeuble, mine de rien, il y a énormément beaucoup de ce qui s'en va en cash flow, en dépenses, qui va être réparti sur ton hypothèque. Si ce n'était pas des hypothèques, là, si tu achètes un immeuble cash, il va toujours être rentable. Quand on fait un calcul de rentabilité, on se rend compte qu'il est en cash flow négatif parce qu'on a une grosse hypothèque dessus qu'il faut payer. Si tu n'as pas d'hypothèque à payer, ton immeuble il va être ultra rentable. Donc, évidemment, moi, c'est la même chose ici. J'ai un immeuble qui est payé, donc qui est très rentable. Et mes autres immeubles, bien, mes prêts sont tout petits là-dessus. Là. Le plus gros ici, c'est mon prêt commercial. Il vaut 700 000. J'ai 300 000, même pas de prêt dessus. C'est très intéressant. Puis, vous voyez que mes taux d'intérêt, là, c'est pas parce que je suis un investisseur immobilier depuis 13 ans que j'ai accès à des taux d'intérêt merveilleux puis que c'est donc plus facile. Pas du tout. On a des taux d'intérêt ici qui sont quand même élevés. Donc, 5,94. Lui, je viens juste de le faire descendre. Là. La semaine passée, il était à 6,35. Je viens de le faire descendre à 4,49. Donc, ici, on en a un là, qui est à 6,48. Ça, c'est mon prêt commercial qui est à 5,19. Donc, tu sais, j'ai quand même des taux assez élevés. Il y a des raisons plus ou moins là-dedans. Là. Il y en a que je peux bouger, il y en a que je ne peux pas bouger, il y en a que je ne veux pas bouger pour certaines raisons. Mais l'idée, c'est que ça me fait quand même des bons taux d'intérêt. Puis, malgré tout ça, ben, on voit que je suis rentable là, quand je vais vous montrer le prêt final. Et ici, ce que je veux vous montrer, ça, c'est mes paiements mensuels que je fais à tous les mois. Et chose intéressante, dans cet immeuble-là, il dégage quand même beaucoup de revenus. Là, on voit qu'il est à 16 000, ici, plus de 16 000, presque 17 000. Puis, il me sort 8 000 en dépenses. Donc, il reste beaucoup d'argent sur cet immeuble-là. Donc, j'ai décidé de doubler mes paiements. Et là, quand je double mes paiements, évidemment, ça fait que je paye des gros montants. Donc, c'est 3 000 quelques. Avant, ça me coûtait 1 500 par mois. Là, ça m'en coûte 3 000. Par contre, on voit que je rembourse énormément de capital par jour versus les intérêts. Et là, ça me permet de diminuer mes intérêts à tous les mois vraiment plus rapidement. Donc, je paye beaucoup de capital. Ici, on voit que je paye quand même plus de capital que d'intérêts encore. Sur cet immeuble-là, ben, je paye pratiquement la même chose, quoique maintenant, ça l'a penché dans le vert par rapport au fait de payer plus de capital que d'intérêts. On voit ici des immeubles que je paye plus d'intérêts que de capital. Donc, je suis dans le rouge ici. J'aime bien ça visuellement, me montrer ce que ça donne. Donc, ici, on voit, là, je rembourse
rembourse seulement 8,64 par jour en capital, mais ça m'en coûte presque 24 par jour. C'est quand même énorme, là. Ça veut dire que la banque s'enrichit 4 fois plus vite que moi sur cet immeuble-là. C'est énorme. 3 fois plus vite. Donc, c'est énorme, là, vraiment. Là, c'est ça, la banque s'enrichit plus vite que moi là-dessus. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que sur l'entièreté du truc, ben quand même, par jour, je rembourse 209 en capital par jour et ça m'en coûte 139. Donc, tout ça, là, les deux ensemble, ça me coûte 350 de paiement hypothécaire par jour. Et si on traduit ça par mois, ben c'est presque 10 600 par mois qui part en paiement hypothécaire. Là-dessus, j'en ai 6 300 qui me reviennent dans mes poches. J'en ai 4 200 qui partent directement à la banque que je ne reverrai jamais, qui sont des intérêts. Et sur une année, ben, on voit que c'est 75 500 qui part, pas qui part, mais justement qui reste dans mes poches en termes de capital. J'en ai 51 000 qui part, mais ça me fait des paiements annuels de 126 564 Donc, c'est énormément d'argent qui ressort à ce niveau-là. Donc, oui, beaucoup d'argent ici. Oui, beaucoup d'argent qui sort aussi. Et là, petite chose intéressante, je vous laisse regarder mes autres chiffres si vous voulez. Faites pause. Les chiffres sont là, vous pouvez les regarder. Mais l'idée, c'est que ici, la valeur de mes immeubles, et là, c'est une valeur projetée en date d'aujourd'hui, mais c'est une valeur réaliste. Là, je ne suis pas du tout optimiste dans mes immeubles en mettant des valeurs beaucoup plus hautes, c'est des valeurs réalistes. J'en ai pour 4,3 millions. 4,35 millions. Donc, c'est quand même très intéressant. Et si je vends tous mes immeubles et que je rembourse tout, il me reste dans mes poches 3 371 000. Donc, ça, c'est après le remboursement de mes hypothèques. Donc, c'est quand même très intéressant. Là, je me suis monté une très belle valeur nette au travers des années. Et ça, ben, c'est grâce à tous les chiffres que vous voyez là, le cash flow qui vient payer toutes les dépenses, l'équité qui grandit ici, plus la plus-value sur mes immeubles. Donc, si on prend une plus-value de, mettons, 4 qui est la moyenne quand même. Puis là, il y a des années que ça a été beaucoup plus, il y a des années que ça l'a stagné un peu, mais on va prendre un 4 qui est très réaliste. Eh bien, ça donne 174 000 par année d'équité supplémentaire qui vient s'ajouter à ma valeur nette. Donc, c'est quand même énormément d'argent. Et cet argent-là, ben, tant que je ne vends pas, je ne serai pas imposé dessus. Donc, je suis en train de la faire fructifier en effet boule de neige. Et c'est quand même beaucoup d'argent. 174 000 par année. Ajoutons à ça le 75 000 ici. On comprend qu'avec le cash flow qui vient s'ajouter par-dessus, ça commence à faire des très gros chiffres. Mais là, justement, on va aller voir là, en termes de cash flow, maintenant qu'on a compris qu'il y en a beaucoup qui sortent, il y en a beaucoup qui sortent aussi en hypothèque. On va aller voir le récapitulatif. Donc, on est ici. On a des immeubles qui rapportent 3 000 par mois. Ça, c'est mon immeuble où je n'ai pas de prêt dessus. Donc, c'est un immeuble qui est quand même standard, mais qui n'a pas de prêt, donc qui dégage beaucoup d'argent. Ça, c'est mon gros immeuble ici. C'est un peu mon coup de circuit, là. Moi, j'ai un immeuble qui n'a presque pas d'hypothèque dessus. Là. Je suis à 110 000. Puis, il rapporte énormément d'argent. Donc, tu sais, il rapporte beaucoup. Ça, c'est des immeubles plus standards, plus standards. Donc, ça, c'est vraiment mon cash flow à tous les mois. Et tout ça, ben, on voit que ça vient faire un bon montant. Là, si on prend ici mon total de dépendance, ben, c'est quand même après l'argent qui reste dans le compte à tous les mois, c'est ça. Si on enlève certaines dépenses et tout ça, ça, c'est l'argent parce que j'ai certains partenaires aussi. Donc, ça, c'est l'argent qui me reste à moi dans mes poches à tous les mois. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est beaucoup d'argent. Mais il faut dire que là-dessus, une chose que je ne vous ai pas parlé, c'est l'impôt. Donc, ça, c'est tous les résultats avant l'impôt. Donc, ce n'est pas du tout réellement ce qui me reste dans mes poches. C'est ce qui me reste dans les poches avant impôt. Et là-dessus, je dois payer de l'impôt. Évidemment, on va payer de l'impôt non seulement sur le cash flow ici qui rentre, mais aussi sur ce montant-là, le 75 000. Parce qu'ici, ce montant-là, donc le cash flow, c'est après le 75 000. Par contre, le 75 000 ici, ben, il part en remboursement de capital, mais ce n'est pas une dépense en soi. Donc, on va payer de l'impôt là-dessus. C'est important de prendre en considération ça parce que ça commence à faire des bons montants d'impôt qu'on va devoir payer. Si tu es à cash flow négatif ici, mais que tu es à positif dans ton remboursement en capital, bien évidemment, ça se pourrait que tu payes de l'impôt, même si tu es à cash flow négatif. Donc, c'est important de prendre ça en considération et faire en sorte de toujours se garder de l'argent pour être capable de payer de l'impôt. Donc ici, ça, j'avais oublié de vous dévoiler, mais c'est mes dépenses là, mensuelles. Donc oui, j'ai 44 000 on va arrondir de revenus par mois, mais j'en ai quand même 27 000 de dépenses par mois et ce qui me fait des revenus de 1 464 par jour, mais aussi des dépenses de quasiment 900 par jour. Donc il faut les payer, ces dépenses-là. Il faut s'assurer que l'argent va rentrer. Puis il faut aussi être capable de faire une bonne gestion parce que si tu ne payes pas ton 900 par jour là, à tes créanciers, à tes fournisseurs ou quoi que ce soit, bien, il y a des intérêts qui peuvent s'accumuler. Puis avec des montants de 900 par jour, ça va très vite les intérêts qui peuvent s'accumuler. Et là, petit bonus, là, je l'ai laissé. Je n'étais pas sûr de vous le mettre ou quoi que ce soit. Ça n'a pas rapport avec mes immeubles, mais je vais vous montrer. Je fais de l'immobilier
Puis, c'est une partie importante, là, majoritaire de mon revenu. C'est une partie de ma valeur nette. Et évidemment, c'est ça qui me fait que je suis indépendant financièrement et que j'ai une grande valeur nette. Mais aussi depuis quelques années maintenant, depuis peut-être 2-3 ans, là, quand ça a planté en pleine COVID, j'ai commencé tranquillement. Puis là, j'ai recommencé un peu plus dans la dernière année. J'ai des investissements en bourse aussi, donc il faut être capable de se diversifier. Puis oui, c'est beau de vouloir acheter de l'immobilier et tout ça, mais on le sait, l'immobilier, c'est pas nécessairement évident en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont chères. Donc, au lieu de toujours attendre avec de l'argent, des liquidités, puis de rien acheter parce qu'il n'y a rien d'intéressant ou quoi que ce soit, ben, j'ai décidé aussi de me diversifier. Donc, j'ai quand même des investissements maintenant. Donc, j'ai un compte cash là, avec un investissement, ben, pas un investissement, mais un compte cash avec des intérêts qui rentrent. J'en ai pour 35 000 là aussi. Donc, c'est d'autres liquidités. Puis, j'ai des CELI pour à peu près 124 000 là, que j'ai, des REER pour à peu près 50 000. Puis un non enregistré et autres. Là, en tout, j'en ai pour 218 000 en bourse. Donc, évidemment, ça varie énormément. Là, je suis quand même bas. Là, on le sait, ça l'a planté début du mois avec début du mois d'avril et ça n'a pas complètement repris encore. Mais voilà, là, donc c'est quand même de l'argent que j'ai ailleurs pour me diversifier autre que l'immobilier. Donc, voilà, c'est vraiment mes chiffres que vous avez vus là dans mon fichier. C'est vraiment, c'est pas mes chiffres exacts. Là. Il y a des choses qui sont arrondies et tout. Comme je vous dis, c'est pas avec ça que je fais ma comptabilité. Mais c'est ce qui me permet à tous les mois d'avoir une vue d'ensemble sur mon immobilier et s'assurer que, ben, premièrement, je suis toujours dans le vert ici parce que quand je suis dans le rouge, ça veut dire qu'il faut que je fasse des changements. Il faut que je m'assure d'avoir les reloyers qui rentrent. Bref, ça devient plus compliqué, mais ça ici, ça me permet de vraiment avoir toutes les infos. Fait que vraiment, je voulais vous montrer là, comment ça fonctionne pour un immeuble. On voit que l'argent rentre, elle ressort, elle va dans le prêt, l'hypothèque. On a de l'argent qui nous reste de tout ça. On a un cash flow. Puis à la fin, ben, on espère être dans le vert. Donc voilà, vous avez maintenant vu tous les chiffres et j'espère que vous comprenez bien maintenant comment fonctionne l'argent sur un immeuble. Que ce soit évidemment les revenus qui sont principalement au début du mois, mais aussi toutes les dépenses, donc comprendre qu'est-ce qui sort réellement à tous les mois. Il y en a qui vont sortir quelques fois par année, ou il y en a aussi qu'il faut s'assurer de mettre en réserve, mais c'est important d'avoir ces montants-là pour comprendre la vraie rentabilité de ton immeuble. J'espère aussi que vous avez bien réalisé la puissance du remboursement d'équité dans le temps. Dans mon cas, avec 75 000 de remboursement en capital sur mes prêts par année, eh bien, ça se prend bien, surtout que ces montants-là, c'est un remboursement, donc il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus. Donc, avec les immeubles que je vous ai montrés, il y en a pour une valeur de 4 350 000. Donc, si on applique une moyenne d'augmentation de plus-value par année de 4 eh bien, on arrive quand même à 174 000 par année en plus-value, donc en prise de valeur, c'est quand même pas rien. Donc, quand on additionne le cash flow, l'équité qui est remboursée, plus la plus-value sur mes immeubles, ça commence à faire un très bon montant. Et pour être 100% transparent avec vous, ça c'est mon volet immobilier, mais je suis aussi travailleur autonome dans la production vidéo qui m'amène un chiffre d'affaires de peu plus de 100 000 par année. Et j'ai aussi maintenant mon volet YouTube, donc ça c'est un sideline qui m'apporte aussi un beau revenu. Avec tout ça, je peux dire, je suis financièrement indépendant et ça fait des années que je travaille sur ça et je suis très fier d'être rendu à ce niveau-là. Et vous aussi, vous pouvez faire la même chose, mais la chose qu'il faut savoir, c'est que ça va prendre du temps. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Dans mon cas, j'ai débuté il y a quand même longtemps, ça fait maintenant 13 ans. Mais pour les gens qui sont prêts à se lancer et à perdurer dans le temps, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc si tu veux bien débuter, tu peux regarder en description, il y a mon lien vers mon programme 2x4 où j'enseigne aux gens exactement la même chose que j'ai faite pour réussir à me rendre à ces niveaux-là. Donc j'espère que ça vous a aidé et aussi inspiré pour bien comprendre comment l'argent fonctionne en immobilier. Écrivez-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ça ou vous en êtes où dans votre parcours immobilier. Merci de votre écoute et bon succès.